La Totale dimanche, un magazine largement dominé par la migration irrégulière et la pêche. Premier sujet, la tragédie des enfants qui meurent en mer. La direction de la protection de l'enfance prend le bâton de la sensibilisation. Juste après le reportage, nous recevrons le journaliste Moussa Seydou Diallo, spécialiste en migration. La migration clandestine, signe d'une pêche artisanale en crise, le secteur ne nourrit plus son homme. Entretien Point Écho avec Ibrahima Youm, secrétaire général de l'UNAPAS, section Bourg sur la Petite Côte. Bouillon Culture, la sculpture, à suivre le reportage de Boubacar Dien sur les mortiers et pilons. Direction ensuite Ouagadougou, le Burkina Faso élit son président de la République. Roch Marc Kaboré remet son mandat en jeu le 22 novembre prochain. Le journaliste Lokman Sawadogo est le diplomate du jour. Les Signards de Saint-Louis dans la rubrique Ailleurs A, Momar Ali Seignan nous replongera dans l'histoire de ces belles dames de la période coloniale. Tranche de vie chez les jeunes pêcheurs de Yoff, signe des temps, ils fréquentent plus les grandes places que la mer. Dans la vie des plantes, le noni, une plante vertueuse, ce sera l'affaire de Kessendour. Et puis, nous irons recueillir les conseils de Ndeye Nancy Diouf pour une bonne semaine. Bienvenue. Un garçon âgé de 14 ans parmi les victimes de l'émigration, Doudou Faye, dont la mort a été abondamment commentée cette semaine. De plus en plus des enfants sont impliqués dans le phénomène migratoire, une situation que déplore la direction de la protection de l'enfance. La DPE prône la sensibilisation et l'accompagnement pour protéger les enfants. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un parent à mettre ainsi en danger la vie de son enfant? Awa Diop a cherché à en savoir davantage. Les images sont de Cheikh Diop. L'affaire continue de susciter l'émoi chez les Sénégalais. Le jeune adolescent de 14 ans qui rêvait de devenir footballeur professionnel a péri en mer. Et c'est son propre père qui a payé des passeurs pour l'embarquer à bord d'une pirogue de la mort vers l'Espagne. À la direction de la protection des droits de l'enfant, c'est l'inquiétude et la désolation. C'est une situation qui est très déplorable et du reste aussi regrettable. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire de ce jeune qui est décédé à la fleur de l'âge, mais aussi m'inquiéter du développement et de l'ampleur que prend cette situation-là. Le drame s'inscrit dans une nouvelle vague meurtrière du phénomène de l'émigration clandestine. D'habitude, seuls des adultes prenaient le chemin mortel pour rejoindre l'Europe, mais de plus en plus, des parents embarquent leurs enfants dans ce voyage incertain. Les causes d'une telle situation sont diverses, de l'avis du directeur de la protection des droits de l'enfant. Dans tous les cas, cette cause-là, il faut partir des causes qui amènent les parents, qui amènent également certains adolescents à vouloir partir, du fait peut-être des mirages qu'on leur montre, et également de certaines promesses. Il y a aussi le fait des nouvelles technologies qui amplifient ces mirages et qui les encouragent à vouloir partir. Les cas auxquels nous sommes confrontés, c'est des personnes, bien des gens qui ont été victimes de déscolarisation, bien qui sont dans des métiers ou qui ont abordé un travail précoce, le travail des enfants, à travers par exemple le commerce, à travers la pêche ou d'autres créneaux. Donc, il s'agit de ces groupes de personnes-là. Mais la mission première d'un parent étant la protection de la famille, comment comprendre qu'un parent puisse ainsi mettre en danger la vie de son enfant? Le psychologue tente de l'expliquer. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de tous ces jeunes qui sont disparus en tentant de chercher un avenir meilleur et surtout devant la mémoire du jeune Doudou, âgé de 14 ans, qui a fini par être le symbole du mal-être de notre société. Quand une société effectivement est exhibitionniste, quand une société est une société d'accaparement, quand une société est une société d'apparat,
il faut se dire effectivement que ces cas pareils ne peuvent pas être des cas isolés, ce sont des cas fréquents. Effectivement, que le mal est extrêmement profond. Maintenant, ce n'est que la manifestation d'un mal-être social, ce n'est que la manifestation d'une crise sociale qui n'est pas en réalité que économique. Parce que les justifications les plus utilisées, c'est de dire il y a la misère. C'est vrai qu'il y a la misère, mais il faut dire que la pauvreté et le manque d'emploi ne peuvent pas tout justifier. Donc, c'est un problème social, je dirais même sociétal, c'est également un problème individuel, parce que c'est au niveau de l'individu où les personnes, l'individu est prêt à tout. Mais au-delà de la sensibilisation, le directeur de la petite enfance prévoit également l'assistance morale et surtout l'anticipation pour éviter à l'avenir ce genre de drame chez les enfants. Nous avons un rôle de sensibilisation, mais également un rôle aussi d'accompagnement psychosocial. Certainement, cette situation a amené une autre situation au sein de la famille. Peut-être qu'il est supposé qu'il y a d'autres enfants, certainement, qui sont là-bas et qui pourraient vivre ce drame-là de manière beaucoup plus accrue. Donc, pour ce qui nous concerne, dans le cas d'espèce, nous allons voir la famille pour apporter soutien moral, si c'est nécessaire. Voir s'il y a d'autres enfants qui sont dans la famille, comment accompagner la famille à pouvoir faire face à cette résilience. Qu'est-ce qui a amené la famille à vouloir partir? Est-ce qu'il y a des supports sur lesquels on pourra s'appuyer pour accompagner le développement économique de cette famille? À noter que le père de la victime est toujours en garde à vue en attendant la suite de l'enquête pour homicide involontaire et complicité de trafic de migrants. La gendarmerie nationale ne précise pas pour le moment la peine encourue. Et sur ce plateau, Moussa Seydou Diallo, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste migration en Afrique de l'Ouest. Vous êtes aussi le secrétaire général de l'Association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal. D'abord, en quoi consiste le travail de votre association? Voilà, merci, Mamoudou. Disons que l'AGMS est une jeune association de regroupement des professionnels de l'information et de la communication, mise au point depuis 2016. Donc on est parti d'un constat que le traitement de l'information migratoire n'était pas très pris en compte dans nos rédactions et on s'est dit qu'il fallait, au regard de la lancinante question du phénomène migratoire, de mettre au point une association qui travaillerait à non seulement former les journalistes dans le traitement de l'information migratoire, mais également mener des activités de sensibilisation et de communication pour une meilleure prise de conscience des parents, des jeunes, mais également de l'État. L'histoire vous a donné raison, même si c'est sous forme de drame. Aujourd'hui, ce phénomène de migration clandestine prend des proportions qui sont quand même importantes. D'où part cette vague de migrants irréguliers? D'abord, me permettre de m'incliner devant la mémoire des disparus, et notamment de l'élément qu'on vient de suivre, donc du jeune Doudou, oui, qui a été vraiment arraché, donc étant très jeune. Je pense qu'il faut sérier les niveaux de responsabilité pour situer d'où part effectivement, donc, ou d'où naît ce phénomène-là. Je pense, à mon humble avis, qu'il y a trois niveaux, et trois niveaux de responsabilité. Il y a d'abord le niveau familial, il y a le niveau de la société, mais il y a également la responsabilité de l'État. Au niveau de la famille, il faut dire que au fur et à mesure, on constate un certain délaissement, en tout cas au niveau de la famille, ouais. Et cela est expliqué par beaucoup de choses. Hein. D'abord, c'est des soucis économiques, il y a également le fait qu'il faut vraiment faire face à certaines quotidiennetés de la vie où vraiment les gens n'ont plus le temps de s'occuper de l'occupation ou de l'éducation de leurs enfants. Et ça crée des problèmes dans la mesure où l'enfant est laissé à lui-même. L'autre chose, c'est que lorsque l'enfant est laissé à lui-même, il a en face de lui une société qui a perdu beaucoup de valeurs. C'est-à-dire que où l'homme est un loup pour l'homme. Et tous les moyens sont bons pour exploiter les moyens les plus prometteurs. Donc,
c'est carrément une jungle. Et c'est difficile, quand on n'a pas un certain bagage, une certaine éducation, de pouvoir vraiment s'échapper à ces tentations. Donc facilement, on peut tomber de l'autre côté. Le troisième point, c'est du point de vue de l'État. Vous savez, en 2014, il y a un rapport de l'ANSD qui révèle qu'au Sénégal, 58,5% de la population active, 50,5% de la population, je veux dire, donc au Sénégal, la population active ou la force de travail représente 58,5% de la population. Et dans ces 58,5%, 60% en son sein est âgé de 15 à 34 ans. Et c'est dire donc, c'est la force de travail qu'on est en train de perdre. Et chaque âme qui tombe aujourd'hui, c'est une force de travail en moins pour l'État du Sénégal. Donc face à cela, l'État doit mettre en place des politiques, mais des mécanismes également qui puissent permettre non seulement aux parents de pouvoir baigner dans une vie en tout cas moins coûteuse, mais également améliorer les conditions d'existence et de mieux-être de ces populations. Si tout ceci n'est pas fait et conjugué déjà à ce que je viens de lister, ça crée un problème. Ensuite, je rappelle également que de 2005 à 2012, nous avons constaté une politique de réduction de la politique de migration légale vers l'UE. C'est-à-dire que ça a été corsé, ce qui ne facilite pas aux gens de pouvoir voyager de façon légale. Donc ça a été encore beaucoup plus corsé, ça a été rendu difficile par une politique d'externalisation des frontières mise en œuvre par l'Union européenne. On dit ne prenez pas de risques, surtout parce que prendre la mer ou même le désert, il faut le dire aussi, c'est une autre voie. Mais en même temps, on ne fait rien pour favoriser une migration légale. Et c'est ça le souci. Aujourd'hui, nos États ont, en tout cas l'Union européenne, finance beaucoup nos États. Vous avez le sommet de la Valette qui s'est tenu en novembre 2015. C'était un sommet qui a réuni des États de l'UE, gouvernements africains ou même États africains. Au sortir de duquel sommet, on a adopté une politique commune pour lutter contre les causes profondes de l'immigration irrégulière. Et les États se sont engagés effectivement à lutter contre ces causes profondes-là. Mais lorsque nous recevons des fonds, il faudrait bien également que ces États-là s'évertuent à employer ces fonds-là à bon escient. Les causes profondes, c'est quoi? Les causes profondes, dans ce qu'ils disent, c'est un peu les causes que je viens de citer. C'est un peu les causes au niveau, les causes économiques sont citées. Le chômage, la pauvreté. Même si ce n'est pas que ça. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas seulement les chômeurs qui voyagent. Il y a même des gens qui travaillent, qui ont un travail décent au Sénégal, qui va. Cela veut dire quoi? Cela nous ramène à considérer la migration comme étant un phénomène naturel et un besoin humain. Il faut permettre aux gens de pouvoir voyager quand ils veulent, parce qu'ils veulent s'épanouir, ils veulent découvrir d'autres choses, voir d'autres cieux. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est les permettre de voyager, de voir autre chose. Maintenant, quand on les permet de voyager et qu'ils arrivent là-bas, ils ne voient pas ce qu'ils pensaient être ça. Ils vont revenir tranquillement. C'est cette possibilité-là, une sorte de réduction d'une liberté, privation de liberté de se mouvoir, qui entraîne aujourd'hui, qui serait une autre justification. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Or, ce monde, il est féroce. Le monde, il est féroce, mais pour autant, si vous prenez le protocole 79 de la CEDEAO, on parle de libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, les biens circulent mieux que les hommes. De la même manière qu'on facilite ou qu'on permette la circulation des biens et des services, on peut faire la même chose pour permettre également aux gens de pouvoir se déplacer, d'aller et de venir. Alors, on a abondamment évoqué la mort de l'adolescent Doudou Faye, vous en avez parlé d'ailleurs, qui a été poussé par son père à prendre une pirogue. Au-delà de ce drame, quelle est finalement la typologie de ces aventuriers de manière générale? Vous savez, aujourd'hui, depuis un certain temps, c'était les jeunes adolescents, donc elle était masculine, l'immigration. Mais après, avec l'enlisement de la Libye en 2011, il y a une autre forme avec la féminisation de la migration. Donc les femmes ont commencé également à embarquer dans ces bateaux de fortune. Et en embarquant, c'est des femmes qui n'allaient pas seules. Souvent, elles allaient en allaitant ou allaient avec un petit garçon. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc ça s'est passé donc à la forme masculine, à la forme féminine. Et aujourd'hui, c'est la forme juvénile aujourd'hui qu'on est en train de voir. Donc. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, ce parent-là, je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais on dit qu'il voulait que l'enfant aille jouer, être un footballeur professionnel. Donc il avait un rêve.
peut-être qu'ils n'avaient pas de perspective. Il faudrait qu'on essaie de voir et encourager. L'autre chose, c'est qu'il faut développer également des... Mais en même temps, il y a des écoles de football aujourd'hui chez nous. Mais entrer dans ces écoles de football... Sadio Mané qui vient de qualifier le Sénégal à la prochaine CAN est sorti justement de nos écoles de football, parti de rien, mais qui a pu réaliser ses rêves. Est-ce qu'on doit prendre la mer pour vivre son rêve? On ne doit pas prendre la mer. Oui. On ne doit pas prendre la mer. Surtout à cet âge. Surtout à cet âge-là, on ne doit pas prendre la mer. Ça, c'est un discours qu'on ne peut pas encourager. C'est un discours qui n'est pas du tout responsable. Ce qu'il faudrait faire, c'est de conscientiser davantage les parents, les familles, face aux dangers qui guettent leurs jeunes quand ils partent. Puisque c'est à deux niveaux. Ils partent, ils bravent la mer, mais arrivés là-bas également, il y a d'autres réalités qui vont se greffer aux problèmes qu'ils ont déjà vécu en mer. Donc, il faudrait revoir. Et tout ceci, je pense que Mamoudou, c'est l'État quelque part qui doit réguler. Vous savez, j'aime à le rappeler, aujourd'hui, si on prend la question de l'emploi, il faut une politique hardie, des moyens conséquents dans ce secteur-là pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir des bagages qui vont les permettre d'être insérés. En 2008, il y a déjà un dispositif qui a été mis en place. C'est un peu une commission nationale pour le suivi des projets d'emploi. Mais cette commission-là, elle n'existe plus. Cette commission, à mon avis, elle a tout son sens d'exister et la revalorisation de la direction de l'emploi, même si cette direction-là, souvent, elle a valsé de ministère à ministère et cette instabilité institutionnelle également influe ou a un impact sur les performances que peut avoir donc une telle structure. Ça, il faudrait que l'État travaille à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes écouté en tant qu'AGMS, journaliste spécialisé quand même? Oui, nous, vous savez ce que nous faisons. Par exemple, on vous dit, par exemple, en 2018, on a participé à l'élaboration du document de politique nationale. Et ce document de politique nationale, jusqu'à présent, on est au regret de le dire, mais il n'est pas adopté, il n'y a pas de volonté politique, en tout cas manifeste de l'État, d'adopter ce document-là. Et nous pensons que si ce document, qui a une durée quinquennale, si ce document était adopté, il pourrait aider à résoudre des problématiques. Nous sensibilisons, nous allons vers les autorités, mais nous discutons également avec les populations au niveau de la banlieue. Mais nous, on ne détient pas les moyens. Ce que nous pouvons, c'est de sensibiliser, c'est de refaire, de déconstruire les idées qu'on nous envoie pour donner la bonne information. Parce que souvent, c'est des clichés qu'on nous montre qui, souvent, est en déphasage avec la réalité des faits. La bonne information, le mot est lâché. On sait que la statistique, l'information, elle est fondamentale pour lutter contre un phénomène comme celui de la migration irrégulière. Mais disposez-vous justement d'informations précises sur les jeunes qui partent, mais surtout sur le nombre de morts, parce que les chiffres avancés sont souvent contestés. Mais Mamoudou, c'est une problématique. Le Sénégal ne dispose pas de statistiques concernant le phénomène migratoire. La plupart des chiffres dont nous disposons, mais l'État également dispose, proviennent de l'OIM. Ça, c'est un manquement grave que nous avons. L'OIM a récemment annoncé un nombre de morts, plusieurs centaines. Cela a été contesté par le gouvernement qui n'a pas pu donner qui n'a pas pu donner un autre chiffre. Oui. Disposez-vous de chiffres, vous, en tant que journaliste spécialisé en migration? Nous reprenons en réalité, parce que les sources, la façon dont on obtient, on n'est pas sur le terrain. Nous faisons des recoupements. C'est des recoupements que nous faisons avec des contacts également. Nous appelons pour voir réellement ce qui se passe avec les données également officielles données par la police ou les forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous recoupons. Ce que nous savons, déjà on sait, aujourd'hui on parle des 480, c'est pas contesté. Les 480, même si l'État avance un autre chiffre un peu proche de ça. Mais récemment, on a vu ce qui s'est passé en Libye la semaine dernière avec les 64 morts, ce qui n'a pas été contesté. Et c'est même cette organisation qui dit également, depuis le début de l'année, 11 000 migrants ont été interceptés en mer et ramenés en Libye. Et parmi ces migrants, il faut compter des hommes, des femmes, mais également des enfants. À ce niveau-là, nous savons qu'il y a plus de milliers de jeunes. Il y a eu des confrères journalistes qui avaient fait un article pour interpeller l'État du Sénégal sur 1600 et quelques migrants sénégalais qui seraient détenus dans les camps en Libye. Ils crient jusqu'à présent. L'État, c'est vrai, ils ont annoncé des vols qui devraient venir récemment du Maroc, etc. Mais qu'en est-il maintenant des autres migrants qui sont bloqués dans les autres camps? Autre curiosité, on se focalise sur la mer, mais il y en a qui partent par le désert. Quelles sont les proportions? Les proportions, c'est qu'il y a une réduction.
On passait par le désert du Sahara, mais ça c'était à l'époque de la Libye, où la Libye vraiment était une passerelle. Mais depuis l'enlisement de la Libye en 2011, c'est que c'est devenu une zone interdite, puisque tout simplement, il s'y développe tout un tas de sortes de trafic d'êtres humains, de rapt. C'est ce qui fait que les gens ont développé en réalité la mer. Mais avant la mer, vous savez Mamoudou, depuis 2000, il n'y avait pas on ne connaissait pas ce phénomène-là. Parce que tout simplement, la tendance migratoire, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est que la plupart, 84% des migrations se font dans la région. Mais dans les années 80 jusqu'en début 2000, il y a eu le problème parce que la destination des États de l'Afrique de l'Ouest était la Côte d'Ivoire, le Ghana. Pour deux raisons. C'était le commerce, mais également les mines. Ensuite est venu le Nigeria. Mais avec les conflits agraires et la stabilité politique qu'a connue donc la Côte d'Ivoire, on ne pouvait plus se déplacer dans l'espace ouest africain. Donc, il fallait développer la voie de l'Europe. Et on l'a développée tantôt par le Sahara, mais tantôt par la mer. Et aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, on ne peut plus passer par la route avec la pandémie qui est là, la fermeture des frontières. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens développent donc le suicide en mer. Exactement. La voie royale, c'est la mer, mais c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Merci. Vous êtes Moussa Seydou Diallo, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste en migration en Afrique de l'Ouest, mais aussi secrétaire général de l'Association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal. Et bonsoir chez vous. Merci Mamoudou. La suite de la totale. La pêche en eau trouble au Sénégal, nous parlions de la migration clandestine, les deux sont liés. Le secteur de la pêche se trouverait dans des difficultés qui poussent les pêcheurs artisanaux à quitter les eaux sénégalaises pour se rendre dans les eaux voisines. C'est le cas de Armand Diop que notre reporter a rencontré à Soumbédioune. Pour lui, la pêche artisanale n'est plus ce qu'elle était. Quelques chiffres, 600 000 emplois directs et indirects et 3,2% du PIB. C'est un reportage de Abdourahmane Ly. À la différence de la pêche industrielle essentiellement destinée à l'exportation, la pêche artisanale destinée à la consommation locale et à la transformation demeure une activité économique très importante au Sénégal. Un ensemble poumon de l'économie sénégalaise qui regroupe aujourd'hui plus de 600 000 emplois directs et indirects, soit 17% de la population active. Le domaine de prédilection de Armand Diop. Il est pêcheur. Avec ses collaborateurs, il vient de rentrer d'un voyage de 7 jours en mer à la recherche du produit rare, fait-il savoir, le poisson. Il n'y a plus de poissons dans les eaux sénégalaises comme avant. Malheureusement, là où l'on doit pouvoir pêcher, on note la présence des acteurs de la pêche industrielle avec leurs gros bateaux. Ceux qui utilisent les filets monofilaments ne nous facilitent pas non plus la tâche. Malgré son interdiction, les gens continuent à l'utiliser. L'État doit vraiment nous aider à gérer ce problème. Je me rappelle auparavant, nous gagnions en une journée entre 5 000 et 15 000 francs CFA, mais là c'est autre chose et les causes sont nombreuses. Un secteur qui pourtant participe à hauteur de 3,2% du PIB national et 12% du PIB du secteur primaire. Un secteur qui cependant tend vers une dégradation croissante du fait entre autres des méthodes de pêche qui entraînent des conséquences inattendues, des difficultés notées dans le secteur qui provoquent des impacts sociaux au-delà de ceux économiques. C'est ce qui explique aujourd'hui l'immigration irrégulière qu'on note ces derniers temps. Ce sont des pêcheurs et s'il n'y a rien qui les encourage à poursuivre ce métier, ils iront trouver autre chose. Nous avons des familles à nourrir, entre autres, et c'est assez compréhensible. Nous n'avons que cette mer pour subvenir à nos besoins. Si rien ne nous encourage à rester ici, nous irons ailleurs, qu'importe ce que nous pourrons trouver là-bas. Armand, lui, semble avoir pris une autre option. Il a pris la décision d'aller jusqu'en Guinée pour pêcher, malgré l'interdiction. Parfois, mes amis vont jusqu'au sud en Casamance. En ce qui me concerne, je peux aller jusqu'en Guinée pour trouver du poisson. Je fais plusieurs jours en mer. Selon les chiffres officiels, le Sénégal a enregistré en 2018
des captures débarquées de 379 108 tonnes contre 394 036 tonnes en 2017. Une baisse de 4% en volume qui illustre les difficultés que traverse le secteur. Cet économiste, par ailleurs directeur général de l'ACEP, a une autre explication. Nous, en tant qu'institution financière, on le voit de façon claire en analysant de façon tendancielle notre portefeuille de crédit alloué au secteur de la pêche. On se rend compte qu'il se réduit comme peau de chagrin du fait de la difficulté, n'est-ce pas, des acteurs de la pêche à rembourser leurs crédits, n'est-ce pas, à acquérir des crédits substantiels sur des maturités assez longues afin de pouvoir acquérir des investissements. On se rend compte que ces difficultés dénotent du fait qu'il y a une raréfaction de la ressource qui impacte sur les revenus, n'est-ce pas, des acteurs de la pêche. Des symptômes qui annoncent un secteur plus ou moins agonisant au vu des nombreuses complications relevées. Des difficultés auxquelles les autorités doivent trouver des solutions pour une impulsion de la relance économique. Le coin écho de la totale de ce dimanche 15 novembre reçoit finalement Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Mamadou Ndiaye qui devait recevoir M. Ibrahima Youm, secrétaire général de l'UNAPAS, section Bourg sur la Petite Côte. Notre invité est en retard, peut-être qu'il est en route. Agité ou calme, Mamadou, la mer n'attire plus les pêcheurs. Nos côtes sont jonchées de pirogues qui s'étendent à perte de vue sur les plages, mais les plans d'eau restent étonnamment vides et pour cause, plus de poissons, la ressource raréfie alors qu'elle fut abondante, si abondante d'ailleurs même que le monde la croyait inépuisable. Finalement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Mamadou Ndiaye, peut-on parler de la fin de la pêche artisanale? Dans l'absolu, non. Mais les signes sont annonciateurs effectivement d'une dégradation du secteur, simplement parce que rien n'est organisé. Ou du moins, les vrais acteurs ne sont pas associés à la stratégie de gestion de cette manne, de la pêche elle-même, du secteur de la pêche. Si bien que de plus en plus de gens qui étaient arrivés il y a 5-10 ans, désenchantés, commencent à quitter. D'autres également qui avaient investi ont quitté. Dans l'élément d'Abdrahman, le banquier dit que effectivement, le portefeuille qu'ils allouaient effectivement au secteur de la pêche artisanale se rétrécit comme peau de chagrin. C'est des signes annonciateur effectivement d'une situation très tendue dans le secteur de la pêche. Donc il est peut-être temps et même question que les acteurs, tout comme peut-être aussi les politiques publiques, s'organisent autour du secteur de la pêche pour ne pas effectivement laisser le secteur artisanal s'évanouir. Mais justement, est-ce que ces menaces peuvent être conjurées? Oui, parfaitement. Ils disent il faut qu'on connaisse la mer. Certains acteurs qui connaissent très bien le secteur disent que les courants marins sont un élément de la gouvernance et de la gestion justement de la ressource halieutique. Ils préconisent que peut-être pendant les migrations des poissons, parce qu'en vérité, un ministre avait dit ici que les poissons n'ont pas de nationalité. Sans doute a-t-il raison. Mais les poissons également ont des humeurs et des habitudes, n'est-ce pas, de déplacement. Pendant la période froide, en vérité, ces bancs de poissons quittent justement le nord de l'Atlantique et descendent un peu vers le sud, c'est-à-dire vers nos côtes, parce que le climat est un peu plus tempéré. Donc, quand elles arrivent ici, c'est pour des nidations, c'est pour peut-être se réorganiser et puis ensuite se démultiplier. Mais quand maintenant le flux d'acteurs de la pêche augmente à un rythme infernal, évidemment que même ces poissons qui arrivent sur nos côtes sont également menacés par le surplus d'acteurs du secteur de la pêche artisanale. Et du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'autres secteurs, sous d'autres cieux, plus outillés, mieux armés, et qui viennent donc concurrencer la pêche artisanale sur un secteur et sur un rayon qui appartenait sans doute au secteur artisanal. Et du coup, donc, le poisson se raréfie. Les pêcheurs sénégalais dans le domaine artisanal n'ont plus les moyens d'aller au-delà des 15 km. Et voilà, donc les deux facteurs conjugués font que les gens se désœuvrent. Et ensuite, les pirogues, justement, jonchent les plages. Les plages. Alors, les causes d'abandon sont identifiées, sont connues. On peut même les conjurer. Il se trouve qu'on assiste à un changement d'époque qui n'est pas à l'avantage de la pêche artisanale. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit justement envahi par la pêche industrielle au détriment de la pêche artisanale, qui a aussi son importance, bien entendu, à côté de l'autre qui est la pêche industrielle? En fait, la pêche artisanale est un relais entre la pêche industrielle et la consommation de masse. Ils peuvent être même à la limite les intermédiaires
entre la pêche industrielle qui peut déverser, n'est-ce pas, sur la pêche artisanale, une partie de ces prises qui ne sont pas destinées donc, à des transformations industrielles. Mais même ce cordon a été presque coupé. Si bien qu'aujourd'hui, la pêche artisanale, elle se retrouve à être dans un dénuement complet. Mais l'idéal, c'est que les acteurs s'organisent autour de cette problématique et regardent un peu comment ils peuvent le conjurer, comme vous l'avez dit. Oui. Parce que pour conjurer justement cela, il faut que tous les acteurs donc, arrivent à avoir les mêmes paramètres d'analyse d'une situation. Autrement dit, la pêche est-elle menacée? Qu'est-ce qui la menace? Quels sont les facteurs exogènes qui pèsent, n'est-ce pas, sur le devenir de cette pêche? Mais en même temps aussi, quels sont les éléments structurants qui peuvent permettre à la pêche artisanale d'exister, à la limite même de coexister avec la pêche industrielle, mais en même temps aussi de réguler la pêche industrielle. Parce que souvent aussi, ceux qui détiennent justement les gros moyens pêchent dans des circonstances qui échappent un peu à la vigilance des pouvoirs publics. Justement, on évoque les accords de pêche qui viennent d'être renouvelés entre le Sénégal et l'Union européenne, 10 000 tonnes de thon par an pendant les 5 prochaines années, soit un total de 50 000, plus 1 700 tonnes de merlu. Est-ce que ces accords sont les bienvenus dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement? Bienvenue ou pas, c'est un indicateur de la portée et de la puissance poissonneuse de nos côtes. Parce que si, dans une projection de 10 ans, les Européens s'apercevaient qu'en vérité, il n'y aura plus de poissons au Sénégal, ils ne signeraient pas de tels accords. Mais en signant ces accords, ils montrent effectivement que d'abord, la ressource, elle est là, elle existe, mais en la régulant, on permettrait à la ressource donc, de se régénérer, mais en même temps de se démultiplier et de permettre à tous les acteurs, à chaque échelon, de pouvoir s'organiser et de pouvoir vivre justement des fruits de leur activité. Mais je pense que l'Union européenne, en signant avec le Sénégal, considère que jusqu'à présent, en tout cas, les côtes sénégalaises sont très poissonneuses. Mais maintenant, la partie sénégalaise devrait davantage sensibiliser l'Union européenne à l'acquisition de moyens pouvant permettre au Sénégal de contrôler un peu en haute mer ce qui s'y passe. Parce que ces bateaux, ils peuvent se replier le jour au-delà de 40-50 km, mais la nuit, ils peuvent venir jusqu'à 5 km de nos côtes et puis ensuite rafler les mises poissonneuses. Des accords de pêche avec l'Union européenne qui ont quand même été mis en veilleuse pendant de nombreuses années. Oui. Simplement parce que... Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce qu'effectivement, il y a d'abord l'offre devrait être renouvelée, mais en même temps aussi, c'est qu'il y a une demande de plus en plus consistante en Europe. Et en même temps aussi, les prises de poissons de la côte Atlantique Sud font que les Européens sont obligés de tenir compte, n'est-ce pas, des avis des consommateurs européens. Ouais. Et donc, les Européens ont réarticulé un peu peut-être leur stratégie pour redescendre encore vers les côtes sénégalaises et discuter avec les acteurs sénégalais, discuter avec les dirigeants sénégalais de la façon dont il faut peut-être maintenant prendre en charge la gestion de ce... Mais j'allais ajouter un aspect qui est important, c'est au niveau des licences. Là aussi, beaucoup d'acteurs de la pêche artisanale se plaignent du nombre effréné de licences octroyées à des gens, parfois même à des Chinois, des Russes, des Turcs, plein de gens qui ont quand même un certain nombre de moyens et qui peuvent venir justement obtenir des licences, obtenir même des bateaux qui flottent sous pavillon sénégalais. Et ceci, en tout cas la pêche artisanale ou les acteurs de la pêche artisanale dénoncent quand même des pratiques qui ne disent pas leur nom, mais qui sont de nature à compromettre un peu les chances de la pêche artisanale d'exister et de survivre. Une question qui pourrait réveiller peut-être tout le monde, Mamadou. Qu'est-ce qui peut advenir en cas de disparition de ce secteur traditionnel de la pêche qui entretient quand même des millions de foyers au Sénégal? Mais c'est une révolution copernicienne, Mamadou. C'est-à-dire qu'on va assister non seulement à la mort d'une pêche, à la mort d'un secteur, mais même à un changement de monde. Quand on dit que le pêcheur il n'est plus lié à l'eau, il n'est plus lié aux poissons, lui-même, son monde, effectivement, déménage. Qu'est-ce qu'on constate? De plus en plus de jeunes pêcheurs prennent les lotos, prennent les pirogues et s'en vont justement vers l'Occident. Parce que probablement, ils disent que dans un avenir très proche, le secteur va être complètement désarticulé et eux, ils prennent le large avant justement d'assister impuissants à la mort, effectivement, d'un secteur qu'ils ont hérité de père en fils. Mais il me semble que ça aussi, c'est un signal qui est envoyé par ces jeunesses-là. Mais ce n'est pas que. Certains d'entre eux sont des convoyeurs, mais les autres viennent justement de l'intérieur du pays, Mamadou. Ouais. Les autres viennent de l'intérieur du pays et ne savent pas nager. Ce qui explique effectivement ces milliers de morts justement en haute mer, quand peut-être la pirogue dérive, ou bien peut-être quand il y a des équilibres au niveau du bateau ou
ou de la pirogue. Parce que souvent, certains qui empruntent ces pirogues-là n'ont jamais vu de leur vie la mer. Alors vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu la mer, arrive et puis ensuite embarque à bord d'une pirogue de fortune et puis attaque maintenant la mer avec justement tous ces invariants. 600 000 emplois directs et indirects, chiffre officiel. Parfait, par exemple. Ça, par exemple, à la limite, Abdelrahman l'a dit également dans son élément, puisque la pêche artisanale contribue à une certaine hauteur à la formation du PIB. Et même participe également à la 3,2% pour ne pas le citer. Et en même temps aussi contribue donc à asseoir une croissance assez intéressante. Mais donc si ces deux facteurs combinés disparaissent, 600 000 personnes qui pouvaient travailler, nourrir des familles et démultiplier un peu le pouvoir d'achat, quand tous ces gens-là sont dans le développement, vous imaginez un peu le monde auquel on va assister. Même les pouvoirs publics ne pourraient pas supporter cela. Encore que même maintenant, ils ont des difficultés à soutenir la pêche artisanale. Alors il est temps, et je pense que le président de la République a récemment créé un ministère dédié donc au secteur artisanal et peut-être au secteur informel. C'est l'occasion sans doute de challenger sans doute le ministre qui porte effectivement ce département et de voir maintenant comment organiser pratiquement, je dis pratiquement. Il ne s'agit pas d'organiser des webinaires ou des séminaires simplement pour spéculer sur une profession qui se meurt, mais de voir concrètement quelles sont les actions à entreprendre, quel est le plan d'action à mettre en place et en même temps aussi quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent appuyer pour que très rapidement la pêche soit sauvée. Sinon, c'est une face du Sénégal également qui change de visage. Mamadou Ndiaye, merci. Vous n'êtes pas un bon pêcheur, mais vous avez la réputation de bien choisir votre poisson. Oui, je le choisis très bien parce que c'est moi-même qui vais à Yarakh. Ben voilà. Voilà. Et vous y allez toujours, Yarakh? Oui, j'y vais et je rencontre des amis également. Nous tous, nous sommes des mobilisés permanents là-bas. Ils me connaissent et ils reconnaissent mon signal. N'oubliez pas ma part du poisson. Merci Mamadou Ndiaye dans la rubrique Coin Éco. Bouillon culture sur les métiers socio-culturels au Sénégal. La culture, justement, est le sujet du jour. Vous voulez voir des pilons, des mortiers. Alors, rendez-vous à Bop, ce quartier très connu de la capitale sénégalaise. Reportage Bouillon culture, Boubacar Dien, Moustapha Gueye. 35 ans de métier pour cet homme. Il est sculpteur. C'est de toutes ses forces qu'il tape sur ce morceau de bois pour le façonner. La matière de base est bien choisie, le mortier et son pilon ne se sculptent pas sur n'importe quel bois. bantu gën mooy dimb mooy original bi quoi moom lañ ci taamu waaw ndax dimb moo gën a dëgër. Nous préférons le dimb, c'est le bois le plus résistant. Quand nous l'achetons au marché, nous le découpons en morceaux. Nous le façonnons avec cet outil que vous voyez là. Je suis en train de tailler le bois, vous voyez. Il m'arrive de fabriquer 2, 3, voire 4 mortiers par jour. C'est mon métier, je suis habitué. Bu ma sawarul it mën naa def ñaar benn bi pare tey beneen bi bàyyi ba ëllëg. Passé cette étape, les femmes prennent le relais pour les finitions. Elles ont la tâche de poncer les objets avant l'exposition. Au Sénégal, presque dans chaque concession, il y a un mortier, petit ou grand modèle. Ce morceau de bois façonné a bien des vertus. Ba machine amut da ngay jël dugub nga soq ko ba mu yegg boko soqé ba mu yegg nga wol. Avant, il n'y avait pas de moulin. Nous plions le mil dans ces mortiers. Ensuite, nous préparions du couscous ou du nialeng et c'était très bon. Depuis que tout cela a disparu, les maladies ont fait surface. Di ngay dégg sama yaram a ngi metti bant moom ba ko nit ñi di lekk nit ñi dañ daan toog ay téeméeri at doo mës a dégg ko feebar léegi nag loo wax ñu ne la machine moo koy wol. Biram Sow a une expérience de 40 ans dans ce métier. Cette femme de l'ethnie des Laobé croit dur comme fer que le bois a bien d'autres bienfaits. Gën kay moo gën booy jënd tey ji ndax bant dafa law dafa doon li nga xam ne aw lawtan la. Le mortier fait à base de bois porte chance. C'est comme la calebasse. Mais les mortiers en métal créent beaucoup de bruit. En plus,
c'est mauvais pour la santé. gën weñ ni muy këng-këngee ci weñ noonu lay këng-këngee sa yaram bant nag cosaan la ca maam ya ba ca mama lii mooy were. Entre vertu thérapeutique et porte-bonheur, le mortier occupe une bonne place dans la société traditionnelle. Cependant, les rares que l'on trouve dans les maisons actuellement sont soit cassés en deux, soit soigneusement rangés dans un coin de la maison. Selon la nouvelle génération, le temps du mortier et du pilon est révolu. Le mortier et le pilon fait ici à Dakar par des sculpteurs. Bonsoir Boubacar Dieng. Bonsoir Mahmoud. Rien qu'à les voir, on se rend compte qu'ils travaillent avec des moyens rudimentaires. Effectivement Mahmoud, parce que comme vous l'avez vu dans les images, il y a une dame qui est en train de poncer le bois, donc c'est pour la finition, mais elle utilise un papier et elle travaille à main nue. Mais elle nous a même montré ses doigts, elle a des blessures, tout comme le monsieur Sogui Sow, que nous avons rencontré précédemment, lui aussi a des blessures au niveau de sa main et de d'autres parties de son corps aussi, parce qu'il travaille avec des moyens rudimentaires, comme vous l'avez dit tantôt, parce que aussi ce secteur-là est très informel. Tout à l'heure, M. Ndiaye l'évoquait avec le secteur de la pêche. Donc ici au Sénégal, on se dit que l'informel est devenu le formel, parce que c'est le secteur informel qui nourrit la plupart de la population. Et le secteur informel-là, je pense il est temps de révolutionner cela, d'amener un souffle nouveau à ce secteur-là pour faire en sorte que ces gens-là puissent se retrouver dans le travail qu'ils font. Parce que ce soit Sogui ou bien Biram, chacun de ces deux-là a fait à peu près 30 à 40 ans de service. 30 à 40 ans de service dans une place. Ils y sont depuis toujours. Ils sont installés dans la rue. Ils ont trouvé un espace qui n'était pas occupé, qu'ils ont voulu transformer en atelier. Et depuis lors, ils sont là-bas. Ils travaillent avec les mêmes moyens que leur père et leur grand-père. Et c'est un métier pour hommes et pour femmes. Oui, tout le monde est la bienvenue dans ce métier. Hommes, femmes. Il y a même des enfants qui essaient de faire ce que les adultes font. Alors, si nous parlons de la sculpture, c'est surtout sa dimension culturelle. Le mortier et le pilon sont aussi des instruments de musique dans certaines cultures. Oui, surtout dans la culture touareg, eux, ils utilisent le mortier comme instrument de musique le temps d'une soirée. C'est-à-dire ils utilisent le mortier en position renversée, donc ils y mettent une peau. Et ça sert d'instrument de musique. En Chine aussi, en Asie. Donc là-bas, le mortier peut servir d'instrument de musique, surtout durant la fête de la pluie. Il faut retenir aussi qu'en Chine, les mortiers qui sont le plus utilisés sont les mortiers à base d'ivoire ou bien même en céramique. Le mortier à base de bois est rarement utilisé. Au Sénégal, plus précisément chez nos parents sérères, on utilise le mortier comme un instrument, pas un instrument de musique, mais un instrument de communication. Quelque chose qui permet de faire passer un message. Peut-être Yann Dembati ne va pas dire le contraire. Les femmes, souvent quand il y a une épouse et sa coépouse qui sont en train de piler le mil, à travers certains bruits du pilon, on arrive à dire quelque chose. Et l'autre qui est de l'autre côté aussi pourra comprendre ce que son épouse, bien sa coépouse veut lui dire. À travers le mortier, le bruit que ça fait quand on pile le mil. Ça verse dans la provocation? Oui, dans la provocation pour faire passer des messages ou bien même pour dire quelque chose à quelqu'un d'autre sans pour autant ouvrir la bouche, on le fait. C'est mieux que débouillanter sa coépouse de toute façon. Oui. On peut communiquer par le mortier. Autrement. Oui, le mortier, le pilon, utilisé également dans des cérémonies familiales, oui. Comme les mariages et autres. Oui, parce que pour les mariages, Biram l'a dit tantôt, parce que avec les mortiers, on pile le mil. Donc on pile le mil, on pile d'autres choses qui ne sont pas le mil, peut-être le maïs ou bien le sorgho. Avec ça, on peut préparer de la bouillie de mil, du couscous ou du nieleng, comme elle l'a dit dans ses propos. Je t'offre le tieré serré, ou tu préfères celui poulard là? Poulard, oui, c'est mieux, je pense. Qui est plus délicieux. Oui, plus ça, délicieux. C'est un aveu de taille, oui. Boubacar Dieng. Merci, Boubacar. Je vous en prie. Rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah.
Deuxième partie et dernière de votre magazine La Totale. Dimanche, la rubrique Le Diplomate est au rendez-vous. Lukman Saodogo, journaliste éditorialiste, est en ligne de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, nous vous invitons pour nous parler du premier tour du scrutin présidentiel qui aura lieu au Burkina dimanche prochain, 22 novembre. La campagne électorale entame sa dernière ligne droite. Comment elle se déroule? Bien, merci. Je voudrais déjà dire merci à vos téléspectateurs. La campagne se déroule au Burkina dans une ambiance, on peut dire, apaisée. Donc, jusque-là, au niveau donc du discours politique, il n'y a pas de problème. Il y a une ouverture, on va dire, pour que les différents candidats puissent s'exprimer. Nous en avons 13. Les gens peuvent s'exprimer. Ils vont un peu partout. Il n'y a pas d'entrave politique ou judiciaire ou en tout cas de toute autre nature pour empêcher les adversaires. On a un président donc qui est candidat, donc ça change aussi la donne. L'eût été, en tout cas, la question sécuritaire, on pouvait dire qu'on a une campagne qui se déroule très bien. Mais vous savez, là aussi la situation sécuritaire qui fait qu'on est très préoccupé. Mais justement, est-ce que les candidats arrivent à sillonner l'ensemble du pays du fait justement de cette donnée sécuritaire? Il est difficile pour les candidats de sillonner tout le pays parce que je peux vous dire qu'il y a 17% du territoire qui est inaccessible, hein, parce que, et ça c'est un rapport de la CENI, n'a pas pu faire l'enrôlement des électeurs dans 17% du territoire. Et donc, il n'est pas possible, les questions de sécurité, pour les candidats d'aller à un certain niveau. Donc, je crois que la campagne se fait sur une bonne partie du territoire, mais il y a une partie non négligeable également, qui n'est pas accessible. Et je suppose, avec le respect des mesures barrières, avec cette période de pandémie de Covid-19? Les mesures barrières, un peu au Burkina comme un peu en Afrique, il y a laissé aller. Je ne crois pas que les mesures barrières que tout savoir empêchent la campagne parce que les meetings se font. Ce sont dans des stades, dans des endroits ouverts ou clos, mais je peux dire que la concentration dépasse ce que les textes avaient, ou les musiques qui avaient été prises, notamment qu'on ne dépasse pas 50 personnes, 100 personnes, on a des personnes qui se regroupent. Donc, je peux dire que ici, on a fait le deuil des mesures barrières pour cette campagne-là. Alors, Lukman Saodogo, parlons du scrutin proprement dit. Le président Roch Marc Christian Kaboré sollicite un second mandat. Qui est en face de lui? Est-ce que c'est des challengers sérieux, capables de le mettre en ballottage, par exemple? Véritablement, il y a des candidats de poids. Vous savez, une élection présidentielle, c'est aussi les personnalités en face du président. Il y a par exemple un ancien Premier ministre, un ancien président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouedraogo. Oui. Vous avez par exemple un Diabré, l'opposition, qui a été aussi, vous le savez très bien, administrateur du PNUD. Donc c'est un intellectuel de très haut rang, bien connu. Il a dirigé Areva, Afrique Moyen-Orient et tout. Donc, et vous avez aussi Edi Komboigo, donc qui constitue le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. C'est un parti très bien installé. Et même si Edi Komboigo est apparemment jeune, de par le parti qu'il dirige, il est aussi un challenger très sérieux. Et aujourd'hui, quand on regarde la configuration de meeting, je peux vous dire que le président Kaboré a des candidats en face qui peuvent donner vraiment la situation encore plus difficile. Oui, ce qui veut dire que le président a certes des chances, mais la partie est loin d'être gagnée. Oui, les analystes les plus sérieux estiment que soit le président peut sauver son fauteuil, mais la probabilité qu'on tombe dans une cohabitation est très grande. Dans ce sens-là... Oui, parce qu'il y a des élections législatives aussi qui se déroulent en même temps.
Dans le même temps, oui. Ce sont des élections privées, donc on a en même temps les deux scrutins. Mais ici, je crois que, je le disais, il y a de fortes chances que la probabilité d'un deuxième tour ne se discute maintenant plus, parce que, à l'évidence, le deuxième tour va être quelque chose qui va se réaliser. Maintenant, le président Kaboré, ce sera à lui vraiment de se consolider au deuxième tour en recherchant avec l'opposition. Donc, on va tomber forcément dans une situation soit de cohabitation, parce que l'Assemblée peut tomber au maître de l'opposition. Là, donc, la loi dit que quand c'est l'opposition qui va diriger le gouvernement. Mais ou alors, on va tomber dans une situation de quasi-collaboration où le président est obligé donc de partager le pouvoir avec l'opposition qui va lui apporter du suffrage au deuxième tour. Donc, quel que soit, nous allons tomber dans une situation de gouvernance un peu plus ouverte, où il y aura une adhésion un peu plus forte des tendances. La question sécuritaire pèsera probablement lourd sur la balance, mais Lokman Sawadogo, comment, de manière générale, le bilan du président sortant, Marc Kaboré, est apprécié par les électeurs au Burkina Faso? Écoutez, il y a deux éléments. À la décharge peut-être du président Kaboré, c'est qu'il est arrivé en même temps que le terrorisme est aussi appris qui est dans le Burkina Faso. Donc, est-ce que forcément il faut lui en vouloir d'en voir pas plus réellement jouer un rôle important, mais il est aussi de sa responsabilité politique d'apporter des solutions quelquefois, quel que soit le problème. Donc, je crois que les gens tiennent beaucoup rigueur au président d'avoir pas trouvé des solutions. Les solutions, oui, pour les sortir de là. On peut dire que les solutions qu'il a eu à apporter ne sont pas telles que le problème appelait, mais dans tous les cas, aujourd'hui, les citoyens sont en devoir de demander des comptes par rapport à leur sécurité. C'est quand même près de 2000 personnes qui sont décédées à travers. Vous avez à peu près de 500 militaires de défense de sécurité qui ont été tués. C'est beaucoup quand même, comme tu dis, c'est très lourd. Et les populations aujourd'hui, oui, vous avez pratiquement 1 million de déplacés internes, aussi dans leurs villages, leurs lieux d'habitation et tout. Donc, tout ça, c'est un bilan. Tous les présidents, de façon le veuille ou non, c'est un bilan qui interfère par la responsabilité. Et ça va beaucoup jouer dans les votes des populations. Autre chose, peut-on dire que le scrutin du 22 novembre prochain sera bien suivi du côté de la Côte d'Ivoire où se trouve l'ancien président Blaise Compaoré depuis sa chute en 2014, la Côte d'Ivoire voisine? Oui, évidemment. Donc, deux choses. En Côte d'Ivoire, nous avons des compatriotes qui vont voter. Donc déjà, c'est important que ceux qui vont voter là-bas de suivre la politique. Mais plus encore pour le président Compaoré, vous savez, qui est impatient de rentrer. Il a beaucoup de fois exprimé. Ses partisans l'expriment, son parti l'exprime. Mais vous savez aussi que pour cette campagne, le président Compaoré se retrouve être au centre de la campagne parce que le président Kaboré il cesse de faire des annonces dans ce sens-là. Récemment encore à Zignaré, dans le village natal du président Compaoré, il a eu à dire qu'il va aménager son retour de façon digne à son rang. Et par ailleurs, sur les chaînes internationales, il avait dit il n'y a pas longtemps, 6 mois après, plus tard, par élection, il serait revenu. Donc c'est pour dire que autant les partisans, l'opposition que la majorité, tout le monde met Blaise Compaoré au centre de ces campagnes. Autrement dit, on ne parle plus d'un probable ou éventuel jugement de l'ancien président Blaise Compaoré aujourd'hui. Bon, ça se dit une fois, on le dit d'une façon ou d'une autre, selon qu'on est dans un endroit ou un autre, mais ce qui est sûr, la question de justice est, je pense, au centre de cette de tout le président Compaoré. Mais plus ou moins, on va dire que les uns et les autres pensent d'abord au retour du président Compaoré. Oui. Puisqu'il nous parle de justice seulement. Oui, très bien. En une fois... Oui, allez-y. Ce qui ne veut pas dire évidemment que la question n'est pas une question dans cette affaire, mais peut-être la campagne l'emporte. Les
qui est fait comme offre et annonce, on parle moins de justice, on parle plus de retour et de réconciliation. En une fraction de seconde, comment se déroule le processus électoral? Est-ce qu'il est transparent? Tous les acteurs sont d'accord? Bon, on peut dire oui, parce qu'il y a eu l'audit qui a rassemblé tous les acteurs. Je crois que pour le processus, les acteurs se sont mis d'accord. Jusque-là, il n'y a pas de quoi. Ils s'entendent sur tout ce qui est fait. Et jusque-là, en tout cas, il y a un consensus autour du processus électoral. Très bien. Merci Lukman Sawadogo, journaliste éditorialiste burkinabé qui était en ligne en direct de Ouagadougou, la capitale du Faso, le Burkina Faso, qui élit son président de la République dimanche prochain, le 22 novembre. Il pourrait y avoir fort probablement un deuxième tour, donc à suivre. ITV, votre chaîne sous-régionale. Je vous dis Signard, vous me dites Saint-Louis. Allons donc à Ndar de ce pas. Très populaire durant la période coloniale, ces dames dont l'élégance tant chantée ont marqué l'histoire de la vieille ville. Mais que reste-t-il des célèbres Signards? Voyage avec Momar Ali Signan, Mokhtar Seck. Très souvent décrites comme des femmes d'une extrême beauté qui se distinguaient de par leur port vestimentaire, les Signards ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la vieille ville. Les Signards sont des femmes africaines ou métisses qui étaient en fait liées aux colons, à certains riches traitants européens qui étaient là, qui étaient venus sans leur épouse et qui, à l'occasion, avaient noué des relations, des fois même maritales, à la mode du pays, avec ces dames qui étaient donc des dames métisses ou donc africaines. Et c'est ce qui explique, ces femmes avaient une spécificité parce que sur le plan économique, elles étaient assez pourvues et sur le plan social aussi, elles avaient un rang assez élevé. Tous les Français épousaient des Noirs, des femmes noires. Après, ceux qui naissaient, comme les Portugais, quand ils venaient à Saint-Ouagoré, ils présentaient leurs hommages aux dames. Ils disaient Señora. Donc ça veut dire Madame. Et ici, les gourmets, c'est-à-dire les catholiques noirs, ont déformé. Ils ont dit Signara. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y avait des Signards hommes et des Signards dames. Donc c'est ce métissage qui a amené la mode des Signards. Et aussi au niveau de l'habillement, ce sont l'habillement des vassales en France. C'est les servantes qui vivaient dans les cours royales, qui s'habillaient comme les Signards. Après plus de 3 siècles, que reste-t-il de l'héritage de ces Signards? Celles qui sont là actuellement sont très très vieilles. Donc il reste peu de Signards, mais seulement ils ont laissé aussi beaucoup de souvenirs. Ce sont les maisons. Par exemple, ici nous sommes dans la maison de Devez et Chomette. Donc c'est le mariage d'un Européen, mais d'une famille Signard. Les Devez, c'était des Signards. Et les Chomettes, c'était des Européens. Sur le plan culturel, certains essaient aujourd'hui de conserver le port vestimentaire de ces Signards, surtout lors de grandes manifestations. Nous avons quelques couturiers traditionnels ici au niveau de Saint-Louis, dont Ndeye Diop Guissé, qui font ces tenues pour habiller des jeunes filles qui répondent bien sûr aux spécifications, aux mensurations donc de ces Signards lors d'événements festifs. Continuer à mettre en valeur les Signards n'est pas aussi apprécié de tous, car d'aucuns voient en elles ces femmes qui, pour la fortune ou certaines faveurs, sont allées s'allier à l'oppresseur. De Saint-Louis à Yoff, nous prenons la pirogue en toute sécurité. Yoff qui accueille Tranche de vie cette semaine. Yoff Ndenat, plus précisément, un village de pêcheurs où jeunes et vieux sont inquiets de la rareté du poisson.
Des jeunes qui passent d'ailleurs plus de temps dans les grandes places qu'en mer et qui ne sont pas indifférents à la tentation du Barça ou Barsakh, bien malgré eux. Reportage Oumar Khan, Cheikh Diop pour les images. Dans ce village, il n'est pas difficile de croiser dans les rues quelqu'un qui a tenté l'émigration clandestine. Pape Jom Sall a tenté avec ses amis un voyage clandestin vers l'Espagne la semaine dernière. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Samedi lañ tomboon ci guddi ay 4h du matin mais après ba ñuy parias yàpp suñu bagage yeeg yooyu police dafa ñëw après yenn gars yi daw. Nous avions quitté samedi vers 4h du matin, mais quand nous nous préparions pour embarquer, la police nous a trouvés sur place. Nous nous sommes donc précipités et nous avons démarré le moteur de la pirogue en laissant sur place une partie de notre nourriture et de l'eau. Après 5 ou 6 jours en mer, nous avons épuisé tout ce que nous avions comme eau à boire et nous restait très peu à manger. Mais nous avons quand même continué le voyage. À presque 500 km de l'Espagne, la mer s'est fortement agitée et nous ne pouvions plus continuer. On est resté sur place jusqu'au lendemain en espérant que la situation se calme. Mais cela s'est aggravé et nous avons rebroussé chemin. ñu toog ba ngoon ñu gis ne ngelaw li day gën a bari te benn instant gars yi sonn nañ ñu obligé tamit ñu ne dañuy wàññi gaal gi. Il est quand même prêt à tenter sa chance à nouveau si l'occasion se présente. Et il n'est pas le seul. La plupart de ces jeunes pêcheurs n'y sont pas indifférents. C'est d'ailleurs leur principal sujet de discussion. Nous avons énormément de charges et la situation du pays n'est pas clémente. C'est pourquoi je ne blâme pas ceux qui tentent l'émigration clandestine. Ils veulent tous aider leurs parents, mais n'y parviennent pas. Nous tous, si nous en avons l'occasion, nous allons partir. On n'a rien à faire ici et nos amis qui sont déjà partis nous disent toujours de venir si nous en avons la possibilité. Une situation qui découle d'un constat unanime, la rareté des poissons à cause des bateaux étrangers, nous disent-ils. Sincèrement, actuellement, il n'y a plus de poissons dans la mer. Ces 10 dernières années, la situation est devenue très difficile comparée à la décennie précédente, surtout l'année 2020. Je n'ai jamais vécu une situation aussi difficile. Mon père aussi dit qu'il n'a jamais vécu une situation pareille. Et tout ça, c'est à cause des contrats de pêche que le gouvernement a signés avec les bateaux étrangers. La nuit, c'est d'ici que nous voyons les lumières de bateaux étrangers. Ils viennent avec des grands filets qui ramassent tout sur leur passage. La situation est vraiment difficile. Surtout 2 ans et demi, 2019-2020. Et quand c'est un avion qui déchire le ciel de ce village, la tentation monte d'un cran. Ici, rejoindre l'Europe semble la seule voie du salut. Dans la vie des plantes, un reportage spécial sur le noni, une plante peu connue. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler sans doute. Morinda citrifolia. Ce nom ne vous dit rien, eh bien c'est l'occasion de vous le faire découvrir. Nos reporters Kessendour et Sedina Mbaye se sont attachés les services d'un expert. Il faut dire que notre interlocuteur, c'est tout de cette plante de la famille des Cubiacées. Regardez. Allez, cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un végétal extrêmement rare. Le noni est une plante d'origine tahitienne que l'on trouvait autrefois au Sénégal. Malheureusement, aujourd'hui, il n'en reste que quelques spécimens, dont certains au parc de Han. Ce poumon de Dakar étant fermé au public depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus, l'ex-responsable du jardin botanique Bachir Ougueil a accepté de nous sortir un modèle de noni pour nous en parler. C'est une plante qui n'est pas vraiment exigeante. Elle n'est pas très exigeante, cette plante-là. Ce qui fait que dans tous les sols, elle pousse bien. C'est un sujet qui aime l'eau. Et plus d'eau, plus de fruits, et plus de fruits charnus. Hein. Parce que là,
Alors c'est dans une zone où l'eau est à flot de terre. C'est-à-dire l'eau est proche de la surface. Et ça porte beaucoup de fruits parce que là, on a pris un fruit, 2, 3, 4. Cette branche-là portait déjà plus de 5 fruits. Hein. C'est un fruit charnu dont les graines sont à l'intérieur. Il suffit de couper pour voir comment est-ce que les graines sont à l'intérieur. Vous voyez, là, ce sont les graines. Hein. On peut... Alors, donc l'intérieur, là, ça a l'air d'avoir un axe central avec des pépins autour, c'est bien ça? Bien ça. Et maintenant, si d'une manière longitudinale, je coupe, vous allez voir comment est-ce que les graines sont rangées à l'intérieur du fruit. Vous voyez, aussi, ça puis toute une rangée. On l'a en rangée à l'intérieur et là, avec la coupe transversale, on a la couronne. Et là, je vois, par exemple, avec quelle partie est-ce qu'on fait le jus? Noni, c'est le jus du fruit du nono. Et nono, ils disent que c'est non et non et non. Tu vois que c'est un mot anglais. Parce qu'au début, ils n'en voulaient pas. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais du tout. Mais avec la colonisation et le gaspillage de nos ressources par l'Occident, nous avons fini par perdre cette espèce ici au Sénégal. Et d'autant plus que les gens ne l'utilisaient pas d'une manière vraiment connue. Et maintenant, on va peut-être prendre les feuilles. Oui. Bon, les feuilles sont très grandes. Très grandes. Et leur structure est particulière. Il y a beaucoup de nervures. Oui. Là, c'est la nervure principale. Là, ce sont les nervures secondaires. Mais tu peux voir ça en apparence quand on fait le dos de la feuille. Il y a la nervure principale et il y a les nervures secondaires. Donc, c'est une feuille entière. Très utile et très utilisée dans la phytothérapie. Et justement, est-ce que les feuilles sont utilisées aussi bien que les fruits? On utilise les feuilles, on utilise les fruits et même les écorces, les racines. C'est une plante dont rien n'est jeté. Alors, on utilise les feuilles en tisane aussi. Mais eux, ils disent que c'est un complément alimentaire. Ou même certains le mettent en salade. En salade? Oui. Oh, c'est pas mal. Vous êtes sûr que je peux croquer ça, hein? C'est comme la laitue. C'est plutôt bon. Mais plus elles sont petites, plus elles sont amères. Moi, je pourrais dire que j'ai goûté chaque organe du noni. Par contre, on voit qu'il y a des trous. Ce que vous voyez là, c'est dû aux parasites. Des insectes qui sont venus quand même pour prendre de la matière, pour se nourrir et pour se soigner. Parce que c'est une plante, on dit, à plus de 101 vertus. Donc les 101 vertus sont déjà classées. Donc les insectes aiment beaucoup le noni, il est très prisé. Sa mortalité alors est très marquée par le fait qu'il y a beaucoup de parasites qui viennent. Vous voyez donc, parce que tu vois ce fruit-là, il est déjà parasité. Alors donc, je ne peux plus l'utiliser pour faire le jus que j'utilise pour le faire. Hein? Parce qu'il est toujours attaqué en général. Tu vois les fourmis qui y sont. Vous voyez? Il y a les fourmis qui sont là-dessus, qui minent le fruit. Oui, d'ailleurs c'est vrai qu'on en voit ici des fourmis là. Voilà, les fourmis, ce sont les oiseaux qui l'ont picoré. Et oui, car si l'être humain néglige désormais cette plante aux 1001 vertus, les insectes, eux, n'ont jamais cessé de raffoler de ses feuilles et de ses fruits. Et pourtant, nous autres animaux à deux pattes gagnerions beaucoup à boire le jus de ces nonis, devenus si rares et donc si chers. Et vous terminez, Kessen, bonsoir, en nous disant que le jus de noni est assez cher. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Oui, bonsoir Mamadou. Oui, il est extrêmement cher. Il faut savoir que du jus de noni pur se vend à peu près en Afrique pour notre zone entre 35 et 45 000 francs le litre. Vous pouvez en trouver un petit peu moins cher, mais dans ces cas-là, aux alentours de 8, 10 000 francs, 12 000 francs. Mais il sera sans doute dilué avec bien d'autres composants et sera donc moins concentré en substances actives. Mais c'est vrai que c'est un jus qui coûte extrêmement cher car il est très long à produire.
Une fois que le fruit a été ramassé, il faut l'enfermer et le stocker pendant une durée à peu près égale à 6 mois avant de pouvoir en extraire le jus. Et le noni, l'arbre, ayant été presque abandonné, je dirais, depuis de nombreuses années, les spécimens sont rares. Et on le sait, hein, ce qui est rare est cher, rare, long à produire, par conséquent extrêmement cher. Et pourtant, il a énormément de bienfaits. Justement, quelques-unes de ces 1001 vertus. Oui, alors 1001 vertus, c'est l'expression que l'on utilise pour justement pour parler de ces nombreux bienfaits, parmi lesquels les qualités antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, et certains vont même jusqu'à dire qu'il permettrait que le noni permettrait de lutter contre le cancer. Et donc alors notre expert en botanique l'expliquait dans le reportage, c'est pas une coïncidence si les insectes viennent manger toutes les parties de la plante, ça leur permet également de rester en bonne santé eux aussi. On pense rarement à la santé des insectes, mais en général les animaux sont très doués pour savoir ce qui est bon pour eux. Nous, on l'a perdu avec la colonisation. Le colon ne connaissait pas le noni, les Sénégalais l'exploitaient mal ou en tout cas pas à sa juste valeur, ce qui fait qu'aujourd'hui le fruit est méconnu, mal utilisé, je dirais, et surtout sous-exploité. Et c'est extrêmement dommage car il ne nécessite pas énormément d'entretien. Il suffit d'avoir de la terre et un sol relativement profond, car c'est une plante qui aime l'eau. Mais sinon, n'importe qui pourrait avoir un noni dans son jardin et en récolter les fruits de manière très régulière et donc en bénéficier de ses bienfaits. Le noni, on connaît maintenant. Ah bah, ravi d'avoir pu vous apprendre quelque chose. Merci Kessen. La semaine prochaine, une autre plante, oui. Oui, je vais voir encore. J'avoue que je découvre en même temps et que j'apprécie énormément d'aller à la rencontre de tous ces botanistes qui connaissent très très bien les plantes que nous avons perdues, dont nous avons perdu l'usage, je dirais. C'est le charme de cette rubrique. Tout à fait. Merci Kessen. Bonne semaine, comment l'avoir après un week-end probablement de tout repos, 7 jours, c'est un défi. Les secrets de Ndeye Nancy Diouf tout de suite. Bonsoir Ndeye Nancy. Bonsoir Mamadou, le week-end tire à sa fin et chacun doit trouver le courage et la motivation pour affronter le lundi, début de semaine. Ce dimanche, notre invité est géologue. Fatima Ba a accepté de partager avec nous les astuces bien à elle qui lui permettent de pouvoir passer une agréable semaine. Je vous propose de regarder. Pour passer une bonne semaine, comme du lundi au vendredi, les matins nous sommes au bureau. Donc le soir, on essaie d'être avec la famille, d'enlever un peu le stress, de se défouler avec les frères et sœurs. Les week-ends, on se voit avec les amis, on fait des sorties ou bien on reste à la maison au calme, on se repose. Le métier de géologue est très fatigant. Des fois, on escalade les montagnes ou bien... Par exemple, on fait des études géophysiques, on peut marcher des kilomètres pendant la journée. Donc, c'est ça mon sport à moi. Concilier travail et sport n'est pas très évident, je vous l'accorde. Mais heureusement que notre invité a un travail plutôt physique entre escalader des montagnes et marcher des kilomètres. Mesdames, Messieurs, sachez que tout ce qui peut augmenter le rythme cardiaque pendant quelques dizaines de minutes est bon à prendre. Vous savez, d'une part, le métier de géologue est un peu fatigant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois, on peut marcher des kilomètres pendant la journée ou bien, on fournit beaucoup d'efforts physiques. Donc, après le travail, c'est repos. On est avec la famille, on se repose. Le week-end, on se repose. On est avec la famille si nous ne sommes pas au terrain. Parce que les géologues n'ont pas de samedi, ni de dimanche, ni de jour férié. Donc, quand on a besoin de nous, on part sur le terrain. Dites-moi donc, Ndeye Nancy, quel week-end, je vous dirai quelle semaine, quel est le conseil du jour?
Alors, pour le conseil du jour, j'espère que vous avez profité au maximum de votre week-end, car vous allez devoir affronter un nouveau cycle de 5 jours. Alors, apprenez à profiter de vos journées de libre pour passer du temps avec votre famille ou bien avec vos amis. Et vous verrez que les petites sorties que vous allez faire avec vos amis ou en famille auront un impact, ou plutôt des impacts positifs sur votre humeur tout au long de la semaine. Merci donc et bonne semaine. Merci à vous et excellente semaine à tous ceux qui nous regardent actuellement. La totale dimanche 15 novembre, c'est fini. À la réalisation Masmboup, merci à tous les autres techniciens. Chef d'édition Oumar Khan, votre soirée, notez-le bien. Gam Gamle et l'âge Ngandiagne à 21h, à 22h. Omnisport qui sera marqué par la qualification des Lions grâce à Sadio Mané qui a envoyé donc le Sénégal à la prochaine CAN prévue au Cameroun en 2022. C'est bien ça, à cause de la Covid, il y a eu un décalage d'une année. Et n'oubliez pas, à 5h45 déjà sur votre première radio-vision e-radio Dakar Direct avec Aïssat Ndiaye. Et puis à 6h30, Toc Toc Sénégal, Boubacar Diallo et son équipe également. Bonsoir, excellente semaine.